lumière, costume, maquillage. Bon, puis alors là, je vais vous faire toute la liste. Perruque, coiffure, chapeau, machinerie. Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je suis avec Thomas Joly dans les loges de la Scala par rapport à son spectacle Un jardin de silence qui se joue jusqu'au 3 novembre, à la Scala jusqu'au 3 novembre et après en tournée un peu partout, dans toute la France. Et je mettrai les infos Super. dans la barre d'infos. Et bonjour. Bonjour, vous êtes comédien, metteur en scène d'opéra et de pièces de théâtre. Vous avez reçu un Molière en 2015, vous avez fait la cour d'honneur l'année dernière et vous êtes nouvellement directeur du théâtre d'Angers. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter pour la nouvelle décennie? Ah, il y a encore plein de choses à faire. Ce qui se passe pour moi depuis maintenant 14 ans, puisque la compagnie a démarré en 2006, est un parcours à la fois fait de construction, parce que c'est des choses que je construis moi-même, et puis aussi d'opportunités, de commandes qu'on me fait. Je pense par exemple à la cour d'honneur, c'était une proposition d'Olivier Py de m'emparer de cet endroit génial. Là, la nouvelle aventure pour la prochaine décennie, ce serait la direction du quai du théâtre à Angers, qui va pour moi ouvrir un nouveau chapitre. Je n'arrive pas à construire, à penser, à créer un spectacle s'il n'y a pas un cadre dans lequel il s'inscrit. Et là, il y avait la compagnie, la Piccola Familia, que je dirige depuis 14 ans. Et c'est pas juste une compagnie qui est un groupe de travail, et c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. C'est surtout un outil pour le territoire, en l'occurrence le territoire de Normandie, puisqu'on était installé à Rouen depuis 2006, et que toutes les créations ont toujours été aussi pensées avec cet objectif-là, d'être en fait un outil de service public. Et là, aujourd'hui, je change d'outil. La compagnie étant le plus petit outil, et bien voilà, j'arrive à la direction d'un théâtre dans lequel je vais continuer à créer, mais surtout je vais pouvoir déployer un geste vers tout le territoire du Pays de la Loire, puisque c'est régional comme mission, et puis aussi accompagner d'autres artistes, créer leurs spectacles, les accompagner dans la création en tout cas de leurs spectacles. Entre Harlequin, le cycle Shakespeare, Heliogaballo, Fantasio, Tieste, Un jardin de silence et Macbeth Underworld, est-ce que vous avez besoin d'alterner entre la fantaisie et vraiment la tragédie presque morbide? Est-ce que justement vous avez besoin de vous reposer au bout d'un moment? De mes tragédies morbides, oui. Alors comment est-ce qu'on explique pourquoi on a un désir pour telle ou telle pièce? Ce serait un petit peu comme poser la question pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux de telle ou telle personne? C'est vraiment une question pour moi qui reste énigmatique. Je suis fasciné moi par ce que j'appelle le théâtre impossible. C'est-à-dire, je ne sais pas comment monter ça, je ne sais pas comment raconter ça. J'ai l'impression de remettre l'ouvrage sur le métier. C'est ça qui me plaît. Dire, ok, c'est impossible de monter cette histoire, c'est impossible de la raconter. Ça peut être l'histoire entière comme une scène, des fois dans une pièce qui me semble compliquée. En tout cas, comment mettre en scène, par exemple, le meurtre d'un enfant dans Henri VI, qui est un meurtre en scène, donc qui est une vraie question, par exemple, ou la question de la monstruosité chez Richard III, etc. Voilà, ce que j'appelle moi le théâtre impossible, c'est ce qui paraît complètement fou et qui va me mettre moi au travail. Puis il y a des pièces qu'on me commande, notamment les opéras. Ça vient pas de moi, mais on me dit tiens, va écouter Fantasio d'Offenbach, tiens, viens écouter Heliogaballo de Cavalli, ou bonjour, je suis Pascal Dussapin, je suis en train de créer une pièce autour de Macbeth, est-ce que ça vous intéresse, etc. C'est les aventures qui ne sont pas décidées et qui sont comme une invitation à aller ailleurs. Je suis plutôt quelqu'un de très joyeux. Pour répondre à votre question, je ne veux pas alterner forcément fantaisie et morbide. D'abord parce que j'aime bien quand les pièces les mélangent. D'ailleurs, je trouve que dans Fantasio, par exemple, qui semble être une fantaisie, c'est quand même l'histoire d'un garçon qui n'est quand même pas très loin d'avoir plus très envie de vivre, quand même, et qui va prendre la place d'un mort pour vivre sa vie. Donc, quelque part, c'est aussi très morbide. Parce que la grande joie de mon métier, c'est de pouvoir en fait être bouleversé, être renouvelé, remettre l'ouvrage sur le métier à chaque projet. Et surtout, ne jamais me satisfaire, ne jamais être dans l'habitude, dans la routine. Pour revenir à Un jardin de silence, je voulais savoir justement quel était votre rapport à la musique, parce que vous vous attaquez à chaque fois quand même à des grands monstres, que ce soit Offenbach, Barbara, c'est donc deux registres différents, mais il y a quand même toujours ce lien entre la musique sacrée, élitiste, et en même temps assez populaire. Le premier film que j'ai vu au cinéma, ma mère m'a emmené, je devais avoir 4 ans, c'était Fantasia, Walt Disney.
Et ce dessin animé, donc, est muet, il n'y a pas de parole, et il y a de la musique, de la grande musique, qui accompagne les images. En tout cas, les images accompagnent plutôt la musique, parce que la musique préexistait aux images. Je crois que ça m'a traumatisé. Je crois que, en tout cas, ça a fondé chez moi un rapport, un lien entre l'image, la fantaisie, l'imagination et la musique. Dans ma chambre, j'écoutais Pierre et le Loup de Prokofiev, raconté par Gérard Philippe, sur un vieux disque, un vieux 33 tours. Le canard, il a un air précis chez Prokofiev. Pierre qui se promène dans la forêt, il a un air précis. Le loup, et dès que le loup d'ailleurs arrivait dans la musique, ma mère me raconte que je sortais en courant de ma chambre, j'étais effrayé. Donc voilà, j'étais effrayé avec de la musique, c'est quand même génial. La musique a toujours eu chez moi un pouvoir très fort, émotionnellement, sensitivement et en termes d'imagination. Je travaille de plus en plus conjointement avec ce compositeur, Clément Mirguet. Vraiment, mon travail s'est construit finalement avec ce compositeur qui compose avec moi. Il envoie des sons et du coup, des fois, les acteurs s'en saisissent et ça amène la scène à un endroit. Parfois, c'est moi je fais la mise en scène et du coup, je lui demande de trouver la musique. Donc, il y a vraiment comme ça un lien permanent dans mon travail entre lui et moi en répétition. Et puis après, ce grand saut que j'ai fait dans l'opéra où la musique préexiste, et quelle est donc l'image à mettre dessus, Offenbach étant mort. Voilà. Mais j'en parle parce qu'avec Pascal Dussapin, par exemple, ça a été autre chose. C'est-à-dire que travailler avec un compositeur vivant, alors bien sûr, il n'a pas fait ça par rapport au spectacle, mais j'ai pu vraiment assister à la naissance de la musique. Ce qui est assez beau, c'est qu'à l'opéra, on part de la musique pour créer l'image. Au théâtre, c'est plutôt l'inverse. C'est l'image qui va générer la musique, c'est peut-être plus fondu. Votre rapport à la musique, à travers Barbara, ça serait quoi ? On parlait de populaire et d'exigence. Barbara, c'est quand même très exigeant. C'est une langue très ciselée. Ce sont des histoires qui, a priori, sont très intimes. Elle a fait de la chanson populaire. Et Barbara, pour moi, elle a réussi cet alliage-là. Je la connaissais pas, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai une amoureuse quand j'étais au lycée qui était fan de Barbara. Et c'est là, en fait, à cause de ça que je connaissais un peu Nantes, un peu la solitude, un peu Göttingen, mais d'un coup, je suis rentré davantage dans son... Mais c'est beau de rentrer dans du Barbara à travers avec une histoire d'amour, c'est sûr. Mais c'est grâce à ça, grâce à elle que j'ai découvert Barbara. Et c'est la rencontre avec Raphaël Lanader. Au cours d'une émission de radio, voilà, on se rencontre, elle vient voir mon travail, je viens la voir en concert, voilà, on échange, et puis un jour elle me dit, voilà, je voudrais faire quelque chose sur Barbara. On était en plein dans les moments de la commémoration, les 20 ans de sa mort, j'étais encore un truc sur Barbara, mais ça me bouleverse, c'est son rapport à ce qu'elle appelle le fonctionnariat du métier. On ne peut pas en fait venir en scène si on n'est pas dans une absolue vérité, une absolue honnêteté, ce que j'appelle le courage de l'honnêteté de soi. C'est ça, moi, mon métier, pour moi, il est là, c'est-à-dire qu'être acteur, c'est d'essayer d'aller à la rencontre de ce que je suis, et donc d'avoir le courage, d'avoir l'honnêteté de ce que je suis. Si on n'arrive pas avec cette honnêteté-là au plateau devant le public, elle dit, moi, quand je sens que je triche, j'arrête. Et elle a raison, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Je crois que si le théâtre tient, si cet art qui pourtant a vu passer tant de révolutions, les dernières notamment, YouTube, Internet, Netflix et tout ça, c'est parce qu'on vient chercher un vivant, du vibrant devant nous. Et que si on n'est pas dans cette absolue vérité, nudité, honnêteté, sincérité, mais il ne faut pas monter sur scène. Et moi, ça m'a vraiment remis les pendules à l'heure. Il y a beaucoup de spectacles, on les enchaîne, et au bout d'un moment, on oublie. Et on peut peut-être effectivement rentrer dans le fonctionnariat du métier, c'est-à-dire on joue encore une fois. Parce que là aussi, faut pas trop se battre la coule, parce que c'est un peu normal des fois d'être, dans un métier en fait, tout simplement. Mais ce rapport vrai, elle me l'a vraiment remis comme une priorité absolue. Elle chante sa singularité et c'est tellement proche d'elle que du coup ça vient résonner dans toute l'humanité. Mon père n'est pas mort à Nantes, mon père n'est pas mort et mon père n'habite pas à Nantes. Donc, et pourtant, quand j'entends Nantes, je suis comme si j'avais perdu mon père à Nantes. C'est un rapport empathique direct. Elle est très connectée
de manière très intime à elle-même, mais pas dans une chose qui se regarde, une chose de l'ego, je sais pas quoi, où elle réglerait ses trucs et tout, comme certains artistes le font. Elle est juste, je parle du plus sincère, du plus profondément sincère de moi, et en parlant de moi, je parle de tous. Par rapport à la direction d'Angers, comment on devient directeur de théâtre? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous voulez faire au niveau concret? Vraiment, si Concrètement. là, on vous demande un planning de choses à faire, qu'est-ce que ce serait? Par exemple, trois choses à faire. Qu'est-ce que ce serait? Il y en a plus que 3. Je me doute, mais les 3 grands projets. Ça, moi, c'est une des premières choses que je vais faire. Mettre en place le fait qu'il y aura de la création à Angers, des artistes qui viendront créer. Les premières auront lieu à Angers, dont les miennes d'ailleurs, et que ça, il faut redonner au public, donner au public le goût de prendre le risque de venir voir quelque chose qui n'a jamais existé avant, parce que c'est excitant quand même, je sais pas, moi je trouve ça excitant de dire ah là là, Les premières, ça ouais, c'est la première quoi, le texte n'a jamais été entendu avec ces acteurs-là, dans cette mise en scène, je suis le premier qui assiste à ça, et j'accompagne aussi ce risque, je viens faire comme un soutien, symbolique mais aussi concret, aux artistes qui prennent ces risques-là, à cette maison qui va prendre les risques de la création. Vous savez, entre les missions qui sont données à un centre dramatique et mes convictions, ce qui est bien, c'est que c'est les mêmes, donc ça va bien. La question du plus grand nombre, du plus large public. Il y a aujourd'hui un public à Angers, comme ailleurs, de gens qui connaissent le théâtre, qui connaissent comment ça se passe, quand est-ce qu'il faut réserver sa place, d'ailleurs qui savent qu'il faut réserver sa place, quand, l'abonnement, qui se sont renseignés avec des systèmes d'information, par exemple cette chaîne, etc. Bon, mais il y en a qui ne le savent pas. Pouvoir aller au théâtre à Angers, c'est possible puisqu'on peut aller au théâtre pour en moyenne 12 €. Okay. Il y a une accessibilité, je dirais, financière, qui est là, on ne se ruine pas à aller au théâtre. Ça, il faut déjà le dire. Ça, c'est très bien. Donc le pouvoir aller au théâtre, c'est possible. Mais le savoir aller au théâtre, ce que je disais, et le vouloir aller au théâtre, voilà, bah regardez. C'est voilà. bon. Les 3, je les ai. Savoir aller au théâtre, ça veut dire que les théâtres doivent trouver comment communiquer autrement, avec les nouveaux outils qui sont à notre disposition, mais aussi avec des vieux outils qu'on n'utilise plus. Par exemple, je dis ça comme ça, je ne sais pas si on le fera, mais les parades qui ont lieu à Avignon, c'est une bonne idée finalement. Si on fait ça qu'à Avignon, mais pourquoi pas à Angers? Pourquoi pas aussi une chaîne de création numérique, théâtrale? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inventer des choses avec ces nouveaux outils? Sur le vouloir aller au théâtre, le désir pour cet art, il faut travailler à lui retirer ses a priori, car il y en a. Parce que le théâtre, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour tout le monde. Je peux comprendre qu'on se dise « je vais m'ennuyer », parce que c'est vrai, on peut s'ennuyer. Surtout quand vous faites des spectacles très très longs. Alors on peut avoir peur, c'est ça, oh là là, ça va durer 3 heures, 3h30, je peux comprendre qu'on se dise « c'est cher », parce que dans certains théâtres, c'est plus cher que dans d'autres. Je vais rien comprendre, je ne sais pas comment m'habiller. Moi j'ai envie de dire, en fait, rien n'est grave. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'ennuyer en lisant un livre, on peut aussi s'ennuyer en regardant un film ou en écoutant un disque, on peut ne rien comprendre aussi à un livre, on peut ne rien comprendre à un film, on peut ne rien comprendre à ce que fait un chanteur ou une chanteuse aussi. Après la question de s'habiller, etc., ça je pense qu'il faut se dire simplement que voilà, on n'est plus... on est en 2019 et que... C'est pas l'opéra encore. On n'est pas, voilà. Après, si on a envie de se faire beau pour aller au théâtre, tant mieux. C'est une sortie, voilà, une soirée, comme on va à une fête, carrément. Pourquoi pas? Mais vraiment, pour le coup, on n'est pas du tout dans un dress code précis. Il faut juste se dire que même si c'est nul, même si on s'est ennuyé, même si ça nous a pas plu, d'abord, ça peut dire que la prochaine fois ça ne nous plaira pas. Et puis, on a payé une place, on n'a pas passé forcément une bonne soirée, mais enfin la vie continue. Si vous pouviez travailler avec une personnalité du théâtre, morte ou vivante, française ou étrangère, ce serait qui? Shakespeare, direct. Enfin, moi, je veux comprendre. Cette année, quel a été votre coup de cœur en tant que spectateur? 40 degrés sous zéro. Très bien, et lundi, j'ai Louis Arène en interview. Et vous lui direz. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? C'est très mouvant. Chaque rôle, chaque spectacle me fait créer des rituels différents. Par exemple, en ce moment, je m'assois. C'est-à-dire que normalement, je marche. Et par exemple, avec ce rôle, j'ai besoin d'être assis avant d'aller jouer. Je m'assois.
Ça c'est nouveau parce que sur Atre c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Sur Atre c'est au contraire circuler partout dans le théâtre, trouver en fait l'intériorité, donc je suis obligé de... Voilà. Et je fais autre chose, mais non, j'ai pas de rituel, parce que je suis pas très mystique comme garçon, pas du tout. Après, oui, bon, avec toutes mes huiles essentielles, mes machins, mes trucs, je sais pas, rien, le psy pour la gorge et tout ça, mais bon, ça, quel acteur n'est pas un peu à cran sur ses cordes vocales, je sais pas, voilà. Quand j'ai vu Un jardin de silence, j'étais vraiment morte de rire sur tous les passages avec le journaliste. Ouais. Comment on fait un journaliste? Parce que du coup, je suis en train de vous interviewer et je me suis dit, je vais l'avoir en interview. Peut-être que dans 50 ans, quelqu'un fera un spectacle pour avoir vos questions. Barbara, comme elle est dans la vérité, je pense qu'elle déconcerte, elle fait capoter les journalistes. Elle les fait capoter et d'un coup, ils deviennent... C'est vrai, hein, les questions sont... Mais, d'une bêtise abyssale, c'est vraiment stupéfiant. Enfin, je veux dire, et elle l'est d'ailleurs, elle est stupéfaite des questions et elle a un rapport très insolent. Donc bon, l'idée c'est évidemment de mettre en valeur Barbara, évidemment. Voilà, ça crée aussi un peu l'humour du spectacle, de les caricaturer un petit peu. C'est pas très méchant. Non. C'est juste parce que les questions sont bêtes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous Thomas Joly. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre. Je vais partager moi du coup.